Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Des dizaines d'opérations pour confectionner une paire, un cousu humain qui a traversé les décennies et une adresse de manufacture qui n'a pas changé depuis. Le chausseur Weston, son président Marc Dury est l'invité d'Iconic Business. Son enjeu, c'est clairement la transmission pour LVMH aussi, qui vient de dévoiler son projet de maison de métier d'excellence au cœur de Paris. Reportage à venir dans cette émission avec Raphaël Couder. Un vélo, dessus un moteur en forme de sacoche, ça donne Moto Sacoche, une aventure suisse. Paul Mers, son directeur, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule Fusalp ouvre son flagship sur les Champs-Élysées. C'est Iconic Business, bienvenue. Iconic Business aujourd'hui, Marc Dury, président de Weston, la manufacture de chaussures, une maison donc qui arrive encore à fabriquer en France. Bonjour Marc. Bonjour Audrey. Donc vous arrivez encore à être à Limoges pour fabriquer des chaussures, c'est plutôt rare, non ? On est à Limoges depuis 1891 et nous avons effectivement 150 artisans qui travaillent sur la confection de nos collections. Ça veut dire que l'artisanat en France, dans cet écosystème à Limoges, c'est encore possible d'avoir maintenu la technique, quoi, c'est la technique du cousu Goodyear. Alors c'est effectivement notre savoir-faire cœur, le cousu Goodyear, que l'on a commencé à faire en 1904 avec une machine que le fils du fondateur est allé importer des États-Unis. Et un vrai défi au quotidien de garder à la fois tout ce savoir-faire et d'arriver à le transmettre aux nouvelles générations pour continuer. On va le voir en détail justement, l'affaire de transmission des matériaux et des matières premières, un savoir-faire qui se transmet, vous le disiez, depuis des décennies. Vous allez nous en dire plus, Nathan Cocampo, sur ce savoir-faire exceptionnel. Au sein d'un groupe labellisé Entreprise du patrimoine vivant, mocassins, derby, bottines, des modèles qui reposent sur des techniques ancestrales exécutées à la main. Il faut 2 mois pour réaliser une paire de chaussures Weston. 2 mois et 180 prises en main, gestes exécutés de la découpe de la peau au montage en passant par la fixation de la semelle, avec comme point de départ le choix du cuir. Weston, c'est le seul chausseur français à posséder sa tannerie végétale, la tannerie Bastin & Fils, non loin des ateliers de Limoges. La peau bovine est travaillée, enlevée de tout défaut, puis transformée en un cuir solide, une matière première d'exception prévue pour durer. Et Nathan, qui dit Weston, dit chaussures à vie quasiment. Oui, c'est ce qui fait sa renommée, un véritable marqueur du luxe. Une exigence est mise sur chaque étape pour créer des modèles qui durent au moins 20 ans. Et derrière, Weston propose aussi de réparer ces modèles. Une fois expertisée, la paire repasse par la centaine de prises en main au sein de la manufacture de Limoges pour retrouver son éclat d'antan. Les chaussures sont entièrement démontées puis ressemellées avec du nouveau cuir. 10 000 paires sont réparées par an et ressortent toutes neuves des ateliers de Limoges. Merci Nathan Cocampo. Il y a clairement plusieurs enjeux dans ce que décrit Nathan. Marc Dury, il y a déjà un circuit court. Vous avez la manufacture et la tannerie, c'est ça ? Tout à fait. Donc on a la tannerie pour les cuirs de semelle qui sont à 30 km de la manufacture. La manufacture où on fabrique la majeure partie des chaussures et on a les cuirs de dessus de la chaussure qui sont français pour la quasi-majorité qui proviennent du Puy-en-Velay ou de l'Ardèche. Donc un circuit qui est très court et qui a toujours été là depuis le début de la manufacture. Quelque chose qui existait déjà mais que vous avez su préserver. Il y a un autre enjeu, il y a la durabilité. Ça passe par la qualité des matériaux, la réparation et la transmission. C'est ça parce que finalement, c'est devenu un enjeu pour les maisons de luxe, la durabilité, mais vous, ça a toujours été le cas. Oui, ça a toujours été le cas puisque nos chaussures sont réparables depuis l'origine, ce qui est l'avantage du cousu Goodyear puisqu'on peut les ressemeler jusqu'à 5 fois. Donc la combinaison de la construction plus la qualité des cuirs nous permet de faire vivre une paire de chaussures 20, 30, 40 ans, ce qui nous a permis aussi de lancer Weston Vintage où nous rachetons les chaussures de nos clients pour les rénover, pour ensuite les revendre à de nouveaux clients. Alors, un nouveau segment vintage, c'était aussi l'occasion d'aller capter une nouvelle clientèle, parce que finalement, si on se dit que la paire de chaussures, elle dure des années, des décennies, on se prive d'une clientèle, non ? Oui, tout à fait. Et en même temps, on s'en crée une nouvelle. Particulièrement sur les jeunes générations qui sont très sensibles à tout cet aspect d'économie durable, du recyclable, des nouveaux produits qui sont en fait d'anciens produits. Donc, ça nous a permis de rajeunir la clientèle et d'aborder de nouveaux clients à la maison. On parlait aussi de transmission du savoir-faire. La transmission,
des gestes, du cousu humain, d'où le prix. On est sur une paire de chaussures aux alentours de 750 €. C'est un positionnement pour la paire, mais il y a clairement un enjeu de formation. Est-ce que vous arrivez à trouver les artisans, à trouver la relève? Alors effectivement, l'industrie de la chaussure en France a été très délocalisée, donc on a perdu les formations dans les années 80. Italie, Portugal notamment? Italie, Portugal, Espagne, puis plus loin dans un deuxième temps. Et donc nous avons créé nos 2 écoles de formation, l'école des ateliers Weston qui forme un CAP de cordonnier bottier, donc sur l'ensemble des opérations pour faire la chaussure. Et cette année, nous avons aussi ouvert une école de piqûre qui nous permet de former les gens à la piqûre, qui est un métier essentiel puisque c'est toutes les coutures qui interviennent sur le dessus de la chaussure. De jeunes profils, des reconversions aussi? Alors, de jeunes profils et beaucoup de reconversions. Ces talents, vous arrivez à les capter? Alors, c'est un défi au quotidien, je dirais, parce qu'il y a à la fois la maison qui attire de par sa réputation et la beauté du produit, mais il y a aussi des conditions qui font qu'on est en concurrence avec de nombreuses autres entreprises, particulièrement dans ces métiers manuels. La maroquinerie est un métier qui est extrêmement dynamique. Une bataille pour attirer ces talents, un besoin de talents et d'artisans. LVMH va se doter de son côté d'une maison des métiers d'excellence. La maquette a été dévoilée. Ce sera en plein cœur de Paris, à 2 pas de l'avenue Montaigne, rue Bayard. Les détails avec Raphaël Couder. Un lieu hybride à la fois vitrine des savoir-faire du groupe et centre de formation, cet espace de 2000 m² doit aussi permettre à LVMH de recruter, explique Chantal Gamperlé, la directrice des ressources humaines du groupe, à l'initiative de ce projet. Nous avons des vrais besoins de personnel, de talent dans énormément de métiers. On doit recruter simplement chez LVMH d'ici 2025 8000 personnes de manière à pouvoir soutenir notre croissance et notre développement. Donc important de sensibiliser les publics, de faire connaître ces métiers, de pouvoir de ce fait créer des vocations et créer de l'emploi. Couture, maroquinerie, joaillerie, horlogerie, en tout ce sont pas moins de 280 métiers qui recrutent dans les différentes maisons LVMH et parmi eux certains sont particulièrement méconnus comme par exemple celui de sourcing cuir, c'est la spécialité qu'exerce Carole Chauveau chez Louis Vuitton. Le sourcing en fait c'est plusieurs choses. C'est d'abord comment on peut influencer nos designers sur les nouvelles matières, c'est-à-dire qu'on va chercher pour eux en fonction de leurs envies, donc c'est déjà comprendre leurs envies, ce qu'ils ont dans leur tête lorsqu'ils veulent animer une collection et pouvoir leur apporter des solutions qui soient soit des solutions esthétiques mais aussi des solutions techniques et qui répondent à notre niveau de qualité qui est évidemment ce que l'on a de plus cher au niveau de la marque Louis Vuitton. Arrivée en 2005, Carole Chauveau fait désormais partie des tout meilleurs artisans du groupe dans son domaine. Alors, pour valoriser ce type de parcours, le groupe compte sur ce nouveau lieu, un lieu qui aura la particularité d'être entièrement ouvert au public, explique Alexandre Bockel, le directeur des métiers d'excellence du groupe. On va avoir ce grand public qui va se mélanger organiquement avec les professionnels, qui va se rencontrer dans des lieux vie. Nous aurons un café, une galerie de savoir-faire et on espère qu'en faisant ça, on va créer une connexion entre grand public et professionnels pour faire naître des vocations et s'assurer que la filière des savoir-faire en France soit pérenne et se perpétue. Située à 2 pas du siège social du groupe et des ateliers de haute couture Dior, cette maison des métiers d'excellence doit ouvrir ses portes fin 2025. Marc Dury, président de Weston, vous avez tous les mêmes enjeux, des vocations pour répondre à une demande grandissante. Oui, tout à fait. Beaucoup d'enjeux de faire connaître nos métiers. On s'est aperçu que de par la valeur des produits, on était finalement toutes les maisons de luxe assez secrets sur nos manufactures et nos process de fabrication. Et donc, il y a cette prise de conscience d'ouvrir les portes de plus en plus, comme on vient de le voir avec LVMH, et de faire connaître nos métiers et les perspectives de carrière que cela peut offrir. Quelle est-elle la clientèle de Weston? Plutôt masculine, de fait, c'est l'histoire qui s'est installée comme ça. Alors, l'histoire fait que nous sommes très masculins. Effectivement, nous étions très fiers l'année dernière puisque pour la première fois, les femmes ont représenté plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Et c'est un axe de développement important pour nous. Donc des hommes
une première clientèle très française à hauteur de 50% et deux clientèles historiques pour la maison, le Japon qui représente à peu près 20% et où on s'est développé depuis très très longtemps, et puis une clientèle que nous avons depuis les années 60, la clientèle d'Afrique de l'Ouest que l'on a hérité du général de Gaulle et de son premier discours et qui ensuite s'est développée au travers de la SAP. Et le marché américain peut être un relais aussi pour vous? Alors nous avons deux relais de croissance sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le marché américain, d'un côté, qui est un petit peu le marché historique du mocassin, puisque le mocassin est né aux États-Unis, et la Chine que nous regardons aussi. Avec un enjeu de rajeunissement aussi, s'ouvrir aux femmes d'un côté et à une clientèle plus jeune aussi. Un vrai enjeu de rajeunissement qui a commencé. On a rajeuni l'âge moyen de 3 ans depuis les 3 dernières années. Ça veut dire qu'il est à quoi à peu près? 42 ans. C'est le rôle aussi de votre directeur image, directeur artistique Olivier Sayer, qui est aussi historien de la mode. Il a apporté ses codes, ouvrir à une autre clientèle sans trahir. Donc on cherche quoi? Des collaborations, des nouveaux modèles? Alors, plusieurs directions en même temps. Olivier nous ouvre effectivement énormément de portes, à la fois de par sa connaissance de la mode et en allant chercher des choses que nous, côté business, on ne voit pas forcément en termes d'inspiration et donc qui permettent de donner un nouveau souffle à la marque. Les collaborations qui sont aussi une façon de donner une vision différente de la maison. Et puis, tous les nouveaux moyens de communication, dont les réseaux sociaux, qui nous permettent d'atteindre ces nouveaux clients. Donc, nous avons lancé TikTok il y a 6 mois, par exemple. Il faut bien en passer par là. Des collaborations, ça veut dire que même Weston est capable de faire des sneakers. Même Weston est capable de faire des sneakers et qui marche très bien. Et nous avons d'ailleurs ouvert notre première ligne de fabrication de sneakers l'année dernière à Limoges, qui nous permet d'avoir une partie de collection que nous produisons en interne sur ce produit. Avec une clientèle aussi qu'on va chercher via l'accessoire. C'est souvent une porte d'entrée d'ailleurs dans les maisons de luxe. Fabriquée aussi à Limoges d'ailleurs? Alors, sur une partie des accessoires qui sont fabriqués en partie à Limoges, tout à fait, la petite maroquinerie, où nous avons aussi ce savoir-faire maroquinier. Et puis après, on a d'autres savoir-faire que nous avons soit en France ou soit en Italie sur les accessoires textiles, par exemple. Développer aussi l'enjeu avec un vestiaire unisexe. Finalement, on est dans une question stratégique, presque sociétale. On va d'un dressing, d'un vestiaire à l'autre. C'est un vrai enjeu pour les griffes, pour les maisons de mode. Ça peut être aussi ce relais pour Weston. Oui, effectivement, c'est une chance énorme pour nous puisque toute une partie des collections est une collection entièrement unisexe. Le mocassin se décline aussi bien en homme qu'en femme. Et donc, c'est un vrai relais de croissance sur une chose qui a toujours été là à nouveau dans l'ADN de la maison. Cet aspect unisexe masculin-féminin qui nous a toujours porté pendant de très nombreuses années et qui vient sur le devant de la scène de façon toujours plus importante. Iconic Business, ce sont les iconiques de l'invité. On reste dans la tradition, mais pas seulement. Pour vous, le symbole du luxe, c'est l'Opéra Garnier. Pourquoi ? Alors, l'Opéra Garnier, d'abord un bâtiment incroyable, qui est certainement un des grands symboles du grand luxe français, Napoléon III. Et c'est en même temps toutes les coulisses et toute la vie qu'il peut y avoir derrière. Et c'est vrai que pour moi, cet aspect luxueux du bâtiment, il y a quelque chose d'encore plus luxueux, puisque j'ai eu la chance de connaître des danseurs, de visiter les coulisses, de voir le fonctionnement derrière. Et donc, c'est aussi ce luxe de découvrir des choses un petit peu secrètes que normalement on ne peut pas voir. Le luxe, ce sont aussi clairement des émotions, des souvenirs et l'enfance. Et vous, ça passe par un gâteau, pas n'importe lequel. Effectivement, ça passe par les crêpes gavottes. Quelque chose qui pour moi représentait un très grand luxe finalement quand j'étais enfant, qui venait à la fois du packaging, une première boîte métallique et puis surtout ces fameuses petites enveloppes dorées qui enveloppaient le gâteau avec ce bruit très particulier quand on l'ouvrait et puis le craquant de la gaufre qui m'a toujours fait rêver à la fois par le goût, le bruit, un sentiment très luxueux et que on n'avait pas tous les jours à la maison, donc ça renforçait toujours cet aspect de luxe du quotidien. La rareté, exactement. Et on finira avec un concept. Pas anodin, le concept, ça pourrait
c'est l'ADN aussi de la maison. C'est quoi la beauté du temps qui passe. Exactement, la beauté du temps qui passe, qui est un petit peu finalement l'anti-Botox. Merci Marc Dury, président de Weston, d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Si vous voulez revoir cette interview et celle d'Olivier Saillard, eh bien, c'est en replay sur bfmbusiness.com, Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine. Tout de suite, c'est l'Iconic Capsule, le nouveau flagship Fusalp. C'est sur les Champs-Élysées et c'est avec Eva Jaco. Fusalp ouvre son 7e magasin dans la capitale, une boutique de 150 mètres carrés qui mêle luxe, technologie et collaboration artistique. Une vitrine tournée vers le futur tout en gardant l'identité Fusalp, synonyme de fusion entre la montagne et la ville, entre le sport et la mode. Pour l'occasion, Fusalp a collaboré avec Crosby Studio et le designer Harry Nouriev avec une capsule de vêtements pour le ski et la ville. Une collaboration que l'on retrouve également au sein d'une capsule de réalité augmentée au cœur du magasin où l'on peut essayer chaque vêtement de la collection. Dans les prochains jours, Fusalp va ouvrir 3 autres boutiques aux États-Unis, à New York, Aspen et à Vail. Les désirables de la semaine, tout ce qui vous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. C'est cette semaine avec Paul Mers, directeur de Motosacoche. Bonjour. Bonjour Audrey. Et la traditionnelle sélection de Nathan Cocampo, avec une robe de mariée exceptionnelle, une robe Chanel. D'ailleurs, si vous nous suivez à la télévision, vous allez pouvoir la suivre et la découvrir en direct. Oui, une merveille signée Karl Lagerfeld. Pour Chanel, seulement 2 exemplaires existent. L'autre est conservé dans les archives de la maison Chanel. Cette robe, présentée lors d'un défilé il y a près de 10 ans, était alors comparée par le couturier à une gravure du Moyen-Âge avec une traîne façon cour de Louis XIV. Estimée entre 50 000 et 70 000 euros, son prix pourrait largement s'envoler lors des enchères prévues le 21 novembre prochain. Le Fleur lance une nouvelle collection unisexe avec Lacoste, la suite d'un partenariat lancé en 2019. Un mélange donc du style Lacoste de ses pièces emblématiques avec l'univers pop du rappeur Tyler, the Creator, pull en V5 sans manches, polo traditionnel, mais aussi des vestes et blousons ornés des 2 logos. La collection est disponible en ligne et un espace dédié Le Fleur et Lacoste a ouvert au sein du flagship Lacoste sur les Champs-Élysées. Encore une adresse pour Morissaco, ça ne s'arrête pas. Et là, on est en plein faubourg Saint-Honoré. Oui, le chef emblématique et étoilé Morissaco, une brasserie cosmopolite autour des classiques français et la cuisine sénégalaise, malienne. Cette nouvelle adresse, c'est un événement dans la sphère gastronomique française. Cette année, Morissaco avait fait la une du Time, intégré dans le classement des 100 personnalités les plus influentes de demain. Et on finit avec la réouverture d'un hôtel d'exception à Disneyland Paris. Une expérience immersive dans l'univers des histoires royales de Disney, qui vient d'ailleurs de fêter ses 100 ans. On voyage dans les décors de la Reine des Neiges, de Cendrillon. Un hôtel 5 étoiles, inspiré de Versailles, où les personnages se baladeront autour de vous comme des clients. Un hôtel luxueux, donc, évidemment tourné vers les enfants, avec soins et espace pensés pour eux. Réouverture prévue le 25 janvier. Bon, franchement, Nathan, vous êtes fait plaisir. C'est luxe, Disney ? Pour moi, c'est luxe. D'accord, ce sera l'aveu. Merci Nathan Cocampo. On vous retrouve pour une prochaine sélection la semaine prochaine. Avec nous, Paul Mers, directeur de Motosacoche. Donc, Motosacoche, c'est la Suisse. Oui, il n'y a pas que des horlogers en Suisse. Pour résumer, au début du XXe siècle, ce sont 2 frères imaginant un moteur en forme de sacoche qui s'accroche sur n'importe quelle bicyclette. Plus d'1 siècle après, aujourd'hui, c'est quoi Motosacoche ? Alors effectivement, pour bien comprendre Motosacoche, je pense qu'il faut comprendre son histoire. Ça commence en 1904 à Genève avec les frères Dufaux qui inventent la première Tipa. C'est un vélo moteur avec un moteur accroché dans une sacoche, d'où le nom Motosacoche. Et par la suite, ils construisent des vélos de plus en plus grands, des moteurs de plus en plus puissants. Ça devient le motocyclisme, les grandes courses internationales. D'ailleurs, comment vous vient l'idée d'aller racheter cette entreprise ? À quel moment vous tombez sur cette aventure ? Parce que justement, sur un siècle, il y a eu des allers-retours, des allées et venues sur Motosacoche et sur son ADN. Comment vous dites, allez, c'est le pari, on y va ? C'est la bonne. J'ai toujours aimé le vélo. Déjà, c'est une grande, c'est très important dans l'histoire de Motosacoche. La nouvelle histoire de Motosacoche, c'est que je suis féru de vélo. Et ma mère me racontait encore il y a quelques jours un repas de famille que j'avais subtilisé le vélo de ma sœur pour aller voir une petite amie qui était de l'autre côté de la nationale alors que j'avais 3 ans. Donc ah oui, d'accord. C'est vraiment dans l'ADN et c'est vraiment dans le sang. Et en fait, en grandissant, je me suis intéressé aussi à la moto et je suis tombé nez à nez avec une motosacoche dans un musée. Je suis vraiment passionné pour l'histoire.
d'abord en écrivant un livre, l'aventure des frères Dufaux, les pionniers de l'aviation, de l'hélicoptère, du motocyclisme. Des inventeurs, des passionnés. Des vrais passionnés. Et en fait, cette histoire m'a marqué. Je me suis dit, tiens, c'est une résonance qui est terriblement actuelle, en fait. La mobilité aujourd'hui, le vélo. Et donc, j'ai recruté une équipe d'ingénieurs, de designers. Et puis, on a lancé, il y a 3 ans, donc, le chantier. Et avec cette mission de construire un vélo à 45 km/h, assez peu connu en France encore, ce qu'on appelle le speed bike. Et donc, oui, parce que vous dites qu'on a laissé la performance de côté. Quand on est à ce niveau d'exigence, on est quand même dans la performance. Alors, on est 100% axé sur le design, évidemment, et la performance, ça fait partie de l'ADN de Motosacoche. Ça veut dire que vous avez réussi à reconstituer une chaîne de production locale où il a fallu aller chercher, il faut pas se mentir, il a fallu aller chercher sur des marchés où ça s'est déjà développé. Est-ce que c'est le marché chinois? Est-ce que ce sont d'autres marchés? Alors, on s'est focalisé vraiment sur le marché européen. C'était une volonté d'avoir des circuits courts, à la fois pour être réactif dans le développement. En termes de délai d'approvisionnement notamment. Exactement. Et puis, en termes de conviction aussi, réduire le parcours entre le lieu de production et le lieu d'assemblage. Donc, c'est des notions qui sont au cœur de notre attention dans le développement. Et on a vraiment tout fait pour maximiser le nombre de pièces qui étaient fabriquées en Europe et dont le moteur qui est fabriqué carrément à Genève, qui est fabriqué chez nous en Suisse. On est le seul fabricant à fabriquer un moteur pour nos vélos à Genève. Et ça nous tient particulièrement à cœur parce qu'il y a un vrai retour à un certain savoir-faire. En fait, retrouver ce savoir-faire artisanal dans certains cas, industriel dans d'autres, mais de le rapatrier. Et donc, on a 42 artisans qui travaillent, artisans et fournisseurs qui travaillent sur le projet, à l'élaboration d'une motosacoche, dans 7 pays, principalement européens, à l'heure où la plupart des chaînes de production sont taïwanaises. Oui, totalement. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à se positionner dans le haut de gamme. Il y a eu, sur le vélo électrique, et notamment en France, beaucoup d'acteurs, beaucoup de ratés, sauf pour le haut de gamme. Vous, c'est un segment que vous considérez encore pérenne et justement où il y a possibilité de s'installer et de faire des marges. Totalement. C'est vrai que le vélo aujourd'hui, c'est en France par exemple 240 marques qui utilisent les mêmes composants, les mêmes moteurs, les mêmes batteries. Donc c'est un marché de commodité. Et comme tout marché de commodité, les marges ont tendance à s'éroder. Et notre approche, elle est surtout drivée par un phénomène récent qui est le fait que le vélo est tiré vers le luxe en fait. Oui, tout à fait, parce qu'on est sur un prix à partir de 15 000 € pour un vélo chez vous. Oui, entre 15 et 25 000 € pour selon le modèle. Degré de personnalisation et de modèle. Exactement, ou le nombre, les séries limitées. Bien sûr. Donc, on a certaines séries limitées qui sont sorties à 10 exemplaires, donc qui sont très rares. Et notamment une édition limitée, Le Mans Classique pour le 100e anniversaire. On est comme dans l'univers de Porsche, on est dans le limité, le numéroté, 24 exemplaires. À quel prix cela? Alors à 25 000 €. Et tous vendus? Ils sont tous vendus oui, aujourd'hui. Avec un délai de livraison, de quel ordre? On est sur un délai de livraison de 6 mois. De 6 mois, on fait de la personnalisation, des éditions limitées. L'idée, c'est de les multiplier justement pour créer la chaîne de désirabilité de l'objet? Alors, c'est particulièrement, on aime se plonger dans de nouveaux univers, on aime le défi, on aime raconter des histoires et évidemment Le Mans Classique en raconte une très belle et Porsche, comme Motosacoche, a passé sa vie sur les circuits et donc c'était important pour nous de retourner à cette essence de la compétition, du circuit et de la performance et Porsche est une très belle référence pour nous et une marque qu'on apprécie particulièrement. C'est surtout un marché à l'export ou ça se passe en Suisse pour vous? Alors aujourd'hui, on est très affairé avec la Suisse. C'est un des premiers marchés mondiaux du speed bike. Donc évidemment, comme on est sur ce marché-là et historiquement présent sur ce marché-là, c'est avant tout celui-ci qu'on veut conquérir. Et dans un second temps, on a d'autres marchés qui sont très intéressants en Europe, notamment la Belgique, qui a connu un développement sur le marché du speed bike exceptionnel ces dernières années. Et puis les Pays-Bas. Et puis ensuite, éventuellement, le reste du monde, les États-Unis.
et puis pourquoi pas l'Asie avec quelques destinations très ciblées. Ouais. Et ça veut dire que progressivement, il faut faire grandir l'outil productif en Suisse? Oui, tout en restant avec des séries relativement limitées, exclusives. On privilégie vraiment la qualité et tant que ce paramètre est garanti pour nos clients, alors à ce moment-là, on peut croître, mais on ne veut pas croître à n'importe quel prix. Pas d'hypercroissance parce que le luxe, c'est aussi du storytelling. Effectivement, ouais. Qui peut être galvaudé, donc il faut faire très attention avec le storytelling. Et comme je disais, pour nous, c'est avant tout le vivre. C'est vrai que souvent, on y pense quand on travaille sur nos vélos, on se dit, tiens, qu'aurait dit l'employé motosacoche, l'ouvrier motosacoche en 1910, 15, 20, les frères Dufaux, qu'auraient-ils pensé de ce modèle? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous habite quand nous-mêmes nous travaillons. Donc avant même que ce soit une valeur pour le client, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite incarner et qu'on souhaite vivre pleinement. Et le storytelling est très important pour nous et évidemment, il est aussi pour nos clients. Ouais. La prochaine édition limitée, une indiscrétion, ce sera quoi? Alors, elle est déjà identifiée. On sait que c'est avec une personne qui a l'habitude de travailler dans l'horlogerie, qui a un grand nom dans l'horlogerie. Et évidemment, le parallèle sera fait avec notre tradition horlogère genevoise. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Non, c'est un secret, mais ça fait sens. Merci Paul Merz, directeur de Motosacoche, d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.